Salut chers femmes et hommes de caractère, moi c'est Gislain Moumha et bienvenue sur Kassa, la chaîne qui promeut les femmes et hommes noirs qui défient le statu quo. En effet, je suis convaincu qu'à travers les histoires et les récits de cette chaîne, soit tu apprendras un petit bout de ton histoire ou tu trouveras ici l'inspiration nécessaire pour franchir les obstacles qui vont te permettre d'atteindre ton plein épanouissement. Si tu étais un tas d'ordures, au moins les margouillards pourraient chier sur toi. J'aurais dû te passer par le trou des toilettes. Excusez la cruauté des mots, mais c'est dire que Songolon Conté lança son fils, Soundiata Keita. Nous sommes au XIIIe siècle, au Manding, le pays de Malinké, quelque part entre le nord de la Guinée et le sud du Mali actuel. Il faut reconnaître que Songolon est d'autant plus meurtri qu'à l'âge de 7 ans, Soundiata Keita ne marchait toujours pas alors que son demi-frère, Dankaran Touman, était un gaillard qui multipliait les espiègleries. Cette difformité est peut-être liée à sa mère qui était bossue dans certaines versions des histoires de Soundiata. C'était aussi pour cette raison que l'ennemi de son père avait épargné sa vie, le monarque suspicieux ayant déjà tué 11 des descendants mâles du père de Soundiata pour parer à une éventuelle rébellion contre son règne. À l'âge de 7 ans, Soundiata commença à porter des attelles de fer pour ses jambes. Grâce à ces attelles et à un entraînement douloureux, le jeune prince faisait des progrès considérables. Ce n'est pas un enfant mais un excrément que tu as engendré. Désolé une fois de plus pour la vulgarité des propos, mais c'était en tout cas ces termes que Raya, la première femme de Naremangan, à la mère de Soundiata, Songolon, si l'on en croit les griots. Cette fois, ça n'est de trop. Au prix d'un suprême effort, l'enfant se dressa sur ses jambes, bien décidé à accomplir le fabuleux destin que les devins lui avaient promis. Comme son père, il devint vite un grand chasseur. Il prit son arc, le grand meneur d'hommes. Il a pris son arc, le grand chasseur qui passe les grands fleuves. Il a pris son arc pour affronter la brousse. Chante aujourd'hui encore les griots. Soundiata Keita, qui vécut de 1190 à 1255, fut le fondateur de l'Empire du Mali en Afrique de l'Ouest. Prince de la tribu des Malinké ou Manding, Soundiata non seulement renversa les régions du royaume de Sosso, mais il conquit également les royaumes voisins, établit un gouvernement stable depuis sa capitale Niani et fit de son empire le plus grand et le plus riche jamais vu en Afrique de l'Ouest. Soundiata Keita joua un rôle si fondamental à la création de l'Empire du Mali et dans l'histoire des Malinké que les anciennes traditions orales autochtones en ont fait un grand guerrier et un chasseur magicien dont les exploits ont permis à ses descendants de régner sur la région pendant des siècles. La vie et les exploits de Soundiata Keita proviennent en grande partie des traditions orales répétées par les griots, les conteurs oraux dont les récits racontés au fil des générations finirent par être mis par écrit puis traduits par les historiens européens au 19e siècle de notre ère. Quand en 1218, Naremangan meurt, Soundiata Keita, redoutant la vindicte de la coépouse de son père, part pour les îles en direction du nord. Le Manding est alors divisé en une multitude de royaumes où règne une insécurité absolue. L'esclavage est un fléau qui ravage le pays. Les Malinké se réduisent mutuellement en captivité et vendent leurs prisonniers aux Marcas et aux morts du Sahel. Ces musulmans esclavagistes qui introduisent la marchandise humaine dans le réseau d'échange transsaharien. Un homme pourtant se dresse contre cette pratique. Soumaro Kanté, le roi de Sosso, que les traditions présentent comme un guerrier valeureux à la tête d'une armée de forgerons bien équipés et ardents au combat. Il apparaît aussi comme un roi thaumaturge ou faiseur de miracles et un maître des forces occultes. Selon le griot roi Kamisoko de Kirina, c'est un ami, et pour proposer une alliance destinée à mettre front aux razzias esclavagistes, il entre pour la première fois au Manding. Mais les ombrageux roitelets Malinké le reçoivent avec morgue et la table d'insultes. Il n'est pas question qu'un des nobles comme eux se place sous l'autorité d'un forgeron, se disent-ils, pour rien au monde. L'orgueil les aveugle, ils n'entendent pas mettre fin à une pratique si lucrative. Le mépris des puissants pour celui qu'ils considèrent comme un homme de rang inférieur est patent. Pour Soumaro Kanté, leur mépris lui est égal. S'ils ne veulent pas de son alliance, c'est par la force même qu'il la leur imposera. La guerre éclate aussitôt, une guerre longue et cruelle. À 9 reprises, Soumaro ravage le Manding, vêtu, dit-on, d'un pantalon et d'une tunique en peau d'homme. Vaincu et apeuré, Dankaran Touman, le demi-frère de Soundiata, s'enfuit vers le Kisudougou, le pays du salut, laissant un pays en ruine aux mains de ses ennemis. Les Malinké se souviennent alors qu'il a un frère, Soundiata,
et envoie une ambassade qui le retrouve au Sahel où il y est installé. Celui qu'on appelle aussi Simbon, le maître chasseur, accepte sans se faire prier de voler au secours de son peuple. Mais les choses ne sont pas faciles et pendant longtemps, l'issue des combats est incertaine. Parlons alors très brièvement de l'Empire du Ghana et plus précisément de son effondrement afin que tu comprennes mieux la défaite de Soumaro Kanté et la prise de pouvoir de Soundiata Keita. Avant de continuer, si tu aimes cette vidéo, tout ce qui te reste à faire, n'est-ce pas? Like la vidéo, partage-la et abonne-toi à la chaîne, cela ne mange pas de pain. Cesse de jouer au Ninja Watcher. L'Empire du Ghana, qui n'est pas géographiquement lié au Ghana moderne, commença à s'effriter à la fin du XIIe siècle après avoir dominé le commerce du centre de l'Afrique de l'Ouest jusqu'à la haute vallée du fleuve Niger depuis le 6e ou le 7e siècle. Véritable conglomérat de villages dirigé par un seul roi, l'Empire avait prospéré grâce à une armée bien entraînée et à l'accès à des matières premières telles que le minerai de fer pour fabriquer ses armes et les gisements d'or pour payer ses soldats. Le contrôle du commerce régional était une affaire lucrative pour les rois du Ghana qui transmettaient des marchandises comme l'or et l'ivoire aux marchands musulmans qui envoyaient des caravanes de chameaux traversant le Sahara depuis l'Afrique du Nord qui apportaient du sel très apprécié vers le sud. Le déclin commença lorsque d'autres routes commerciales concurrentes s'ouvrirent et lorsque le climat devint anormalement sec pendant une période prolongée, ce qui affecta la production agricole. Les souverains du Ghana ne firent rien pour arranger les choses non plus, l'Empire étant en proie à une série de guerres civiles. Comme toujours, les empires tombent et d'autres s'élèvent et Soundiata Keita avait l'intention que ce soit son étoile qui s'élève au-dessus de toutes les autres en Afrique de l'Ouest. Les terres malinquées se sont toujours avérées difficiles à contrôler pour les rois du Ghana et les rébellions étaient fréquentes dès les premières années du XIIIe siècle, surtout lorsque les derniers souverains de l'Empire du Ghana, les Soso, imposèrent des restrictions sur le commerce dans certaines parties de leur territoire. À partir des années 1230, Soundiata mena une guerre totale contre les Soso et leur roi Soumaro. Je rappelle une fois de plus que Soumaro avait causé la fuite du demi-frère de Soundiata et ce dernier avait été appelé à la rescousse pour sauver son peuple. Soundiata avait formé une puissante alliance avec d'autres chefs, mécontents, fatigués de la dureté du règne de Soumaro. Et surtout, il bénéficiait de l'aide précieuse de sa sœur, Nana Triban. Nana avait été forcée d'épouser Soumaro et elle avait découvert le secret selon lequel son totem Utana, ou source de force, était un ergot de coq blanc. Nana vola l'ergot et Soumaro se retrouva dans une position très désavantageuse lors de la bataille de Kirina en 1235, à une trentaine de kilomètres au sud de Bamako. Soundiata et ses alliés furent victorieux et Soumaro s'enfuit pour sauver sa vie. Selon la légende, Soumaro se serait enfui à Koulikiro où il avait disparu dans une grotte, peut-être changé en pierre avec son cheval. Soundiata, aidé par des généraux doués en particulier Tiramakan Traoré et Fakoli Koroma, remporta d'autres victoires et finit par s'emparer de l'ancienne capitale de l'Empire du Ghana en 1240. Non seulement Soundiata obtint l'indépendance pour son peuple, mais il établit également son propre royaume connu sous le nom de l'Empire du Mali qui dura de 1240 à 545. Mali étant le terme local pour l'endroit où vit le roi. La tradition orale attribue à Soundiata l'établissement d'un code de gouvernance qui couvrait les règles de comportement politique et social dans l'Empire du Mali. Tout d'abord, une grande assemblée de chefs de tribus se réunit pour proclamer officiellement Soundiata monarque suprême. En effet, Soundiata allait acquérir un nombre de titres suffisamment importants pour un souverain aussi puissant, notamment Mangan ou Mansa, qui veut dire roi, Fa Mansa, mon père le roi, Simbon Salaba, maître chasseur, et Mari Diata, seigneur lion. Les chefs de clan décrétèrent également que tous les futurs rois du Mali seraient désormais choisis parmi les descendants de Soundiata. Les clans furent réorganisés, parfois en fonction des professions, et reçurent des noms nouveaux ou alternatifs afin d'établir une plus grande unité dans le royaume. L'Assemblée décréta également que les métiers tels que forgeron, tisserand et cordonnier seraient rendus héréditaires. En bref, Soundiata attribua soigneusement à chaque groupe tribal et à chaque personne qui le composait un rôle défini dans le cadre d'un empire plus vaste où la loyauté et la solidarité étaient encouragées. Niani, aujourd'hui disparu et probablement situé dans une plaine près du fleuve Sankarani, navigable toute l'année, fut choisi comme nouvelle capitale de l'Empire du Mali.
Protégé par des montagnes et proche de deux principales artères du commerce, les forêts et les voies navigables, la ville devint rapidement un centre cosmopolite, déclaré par Sundiata territoire impérial où tous les peuples de l'Empire étaient les bienvenus. Le gouvernement central de Sundiata à Niani était composé de chefs tribaux loyaux auxquels s'ajoutait un nombre restreint de commerçants arabes, utiles pour leurs contacts commerciaux et politiques à l'étranger. L'empire dans son ensemble était divisé en deux parties, le nord et le sud, et chaque partie était dotée d'un gouverneur militaire. Pour garantir le respect des règles dans tous les territoires de l'empire, de nombreux chefs locaux étaient autorisés à poursuivre leurs activités comme auparavant, mais ils étaient nommés gouverneurs ou pharaons et parfois une garnison payée par le gouvernement était établie. Ainsi, l'empire fonctionnait réellement comme une fédération de petits royaumes. L'empire du Mali allait devenir le plus grand et le plus riche empire jamais vu en Afrique de l'Ouest, contrôlant comme l'empire du Ghana les routes commerciales régionales par voie terrestre et fluviale et les ressources locales telles que l'or, le cuivre, le fer et l'ivoire. La croissance et l'expansion de l'empire du Mali au travers des siècles est manifeste au travers de ces cartes et permet de mieux comprendre l'impact de Sundiata Keita à cette période de l'histoire autour de l'Afrique. Ici, la représentation de l'Empire du Mali a son apogée en comparaison avec la situation de l'Empire au début du règne de Sundiata et au moment de sa mort. Après la prise au pouvoir de Sundiata, si la majorité de la population était composée d'agriculteurs, la riche élite était composée de marchands qui servaient d'intermédiaires entre les commerçants du sud et les caravanes contrôlées par les berbères qui traversaient le Sahara vers l'Afrique du Nord et le monde musulman. Sundiata continua à mettre de nouveaux territoires sous son contrôle et à la fin de son règne, l'Empire du Mali contrôlait les anciens royaumes du Ghana, de Oualata, de Takmeka et de Songhai. De manière significative, ces territoires comprenaient les riches régions aurifères de Galam, Bambouk et Bour. Avant de continuer, si tu aimes cette vidéo, tout ce qui te reste à faire, n'est-ce pas? Like la vidéo, partage-la et abonne-toi à la chaîne, cela ne mange pas de pain. Cesse de jouer au Ninja Watcher. Des voyageurs et chroniqueurs musulmans de renom comme Ibn Battuta et Ibn Khaldoun rapportèrent que Sundiata, parfois appelé par eux Marijata, se convertit à l'islam comme la plupart de ses successeurs, l'islam ayant été propagé par les marchands arabes dans la région. Cependant, la tradition orale malinké, tout en reconnaissant que l'islam était présent au Mali bien avant le règne de Sundiata, maintient que le premier souverain de l'Empire du Mali ne rejeta pas la religion animiste indigène et qu'il était un puissant magicien qui ne s'était vraisemblablement pas converti autant que certains le pensent à une foi étrangère. Sundiata devait cependant être conscient des avantages qu'il y avait à gagner la faveur de ses puissants partenaires commerciaux. Il est établi que le fils de Sundiata, Mansa Wali, se rendit notamment en pèlerinage à la Mecque dans les années 1260 ou 1270. Il faudra cependant attendre le XIVe siècle et le règne de Mansa Moussa Ier pour que l'islam se propage avec succès parmi les populations urbaines de l'Empire du Mali. Les communautés rurales en particulier continueront, quoi qu'il en soit, à adhérer à leurs croyances religieuses traditionnelles. Sundiata Keita mourut en 1255, approximativement à 65 ans, mais on ne sait pas exactement comment. Certains documents font l'état d'une blessure accidentelle mais fatale par flèche, d'autres font état d'une noyade dans la rivière Sankarani. Sa tombe n'est pas connue en raison de la tradition malinké de ne jamais révéler où un roi est enterré. L'héritage de Sundiata Keita, quant à lui, est plus certain, car le roi avait établi un empire relativement stable sur lequel une longue lignée de ses descendants allait régner, à commencer par son fils Mansa Wali. L'empire du Mali ne cessa de croître, notamment sous le règne du petit-neveu de Sundiata, Mansa Moussa, certainement le plus célèbre, qui supervisa la plus grande expansion territoriale en Afrique de l'Ouest, répandit la religion et l'architecture de l'islam et dépensa des tonnes d'or lors d'une visite au Caire en 1324. Ceci était l'histoire de Sundiata Keita, l'un des plus grands rois d'Afrique ayant impacté de manière indélébile une partie de l'Afrique, si ce n'est toute l'Afrique. Ciao!